Chunk One, en à travers les 3 saisons. Il était très présent pendant la première et la majeure partie de la deuxième. Mais je pense qu'il s'est en quelque sorte mis dans une situation difficile pendant 50 ans. Leonard Nimoy et William Shatner étaient plus que de simples co-stars. Ils étaient pas seuls, ils étaient frères. Ils ont partagé une caravane pendant 3 ans. Ils allaient travailler ensemble tous les matins. Ils ont sauvé Star Trek de l'annulation en restant unis. Mais en 2011, Shatner a pris une décision que Nimoy n'a jamais pu pardonner. Lorsque Nimoy a envoyé son dernier message à Shatner, les mots étaient si durs que Shatner s'est effondré en public. Aujourd'hui, nous révélons ce qui s'est réellement passé entre deux légendes. Leonard Nimoy est né le 26 mars 1931, en pleine Grande Dépression. Ses parents avaient fui de violents pogroms en Ukraine, espérant une vie meilleure à Boston. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'était la pauvreté, la discrimination et un pays en crise. Son père travaillait comme coiffeur, gagnant seulement 15 $ par semaine, tandis que sa mère restait à la maison pour s'occuper de la famille. Leur quartier était difficile, et quand Léonard a eu 6 ans, il avait déjà vu des familles autour de lui expulsées de leur maison. Près de la moitié des enfants avec qui il a grandi ont abandonné l'école. Pour joindre les deux bouts, il a commencé à vendre des journaux pour 200 chacun, évitant les gangs dans la rue en courant son itinéraire. Cette exposition précoce à la lutte et aux personnes mises de côté ne l'a jamais quitté. À 8 ans, quelque chose s'est produit. Il a été choisi pour une version yiddish de Hansel et Gretel, se produisant dans un théâtre de quartier qui pouvait à peine contenir plus de quelques rangées de chaises pliantes. 50 cents par spectacle ressemblait à une fortune, surtout pendant le rationnement en temps de guerre. Mais ce qui l'a le plus ébranlé, ce sont les personnes à côté desquelles il se tenait. Des survivants de l'Holocauste nouvellement arrivés, chuchotant des horreurs en coulisses qu'aucun enfant n'aurait dû entendre. Nimoy n'a pas bronché, il s'en est imprégné. À l'âge de 12 ans, il avait déjà fait plus de 20 spectacles. Et bien que sa voix tremblait et qu'il bégayait hors de la scène, quelque chose de magique s'est produit lorsqu'il jouait. Il ne trébuchait pas, il ne se figeait pas. Ce bégaiement disparaissait complètement. Chunk 2. Quand il a eu 18 ans, il s'est engagé dans l'armée. La plupart des gens pensent aux soldats en bottes de combat et dans les tranchées. Nimoy était en Géorgie, à Fort McPherson, à monter des pièces de théâtre pour des milliers de soldats. 15 spectacles en 2 ans, dont une version scandaleuse de Guys and Dolls, qui a failli le faire traduire en cour martiale. Ils ont dit que c'était subversif. Il a appelé ça une performance. Pendant que les autres s'entraînaient au combat, il a réalisé des films de propagande qui ont discrètement aiguisé ses instincts de caméraman. Et derrière toute cette structure, il a combattu une dyslexie non diagnostiquée, quelque chose qui, selon lui plus tard, l'a en fait aidé à mémoriser les lignes de Spock mot pour mot. Quand il est finalement arrivé à Hollywood en 1953, la ville n'a déroulé aucun tapis rouge. Il avait 50 $ et une valise empruntée. Il a conduit des taxis 12 heures par jour, a vendu des aspirateurs de porte-à-porte, 200 unités en 1 an, et a vécu dans un motel pour 25 $ par mois, mangeant du thon froid directement de la boîte. Il a dit un jour qu'il avait auditionné pour 300 rôles et qu'il avait à peine obtenu des miettes. C'est devenu sombre. À un moment donné, en 1956, il a fait allusion à des pensées qui l'effrayaient, celles qu'il n'a partagées que des années plus tard dans ses mémoires. Mais il n'a pas abandonné, c'est ce qui comptait. Petit à petit, l'écran s'est ouvert. Un voleur dans Dragnet lui a valu une centaine de $. Un soldat télépathe dans la 4e dimension lui a rapporté seulement 750 $. Et une étrange préfiguration du Spock qui n'était pas encore né. Il était dans Perry Mason Rawhide, partageant même l'écran avec un jeune Clint Eastwood, bien avant que l'un ou l'autre ne devienne une légende. Mais les rôles étaient superficiels, la paix était minime, et être choisi comme le méchant étranger encore et encore a commencé à ébranler ses nerfs. En 1963, il était au bord du burn-out. Mais alors,
le scénario qui allait changer sa vie est apparu. Juste 4 jours avant la naissance de Nimoy, un autre garçon est entré dans le monde dans un coin froid de Montréal. William Shatner. L'entreprise de vêtements de son père s'effondrait sous le poids de la dépression et sa mère, professeure d'élocution, passait des heures à essayer de lui insuffler de la confiance. À 5 ans, il a attrapé la rougeole lors d'une épidémie qui a tué des centaines d'enfants dans la ville. Il a survécu et quelque chose en lui a changé. La peur a commencé à rebondir sur lui comme la pluie. À l'âge de 9 ans, il était déjà à la radio à animer une émission pour enfants pour la CBC, étant payé $1 par épisode. Chunk. 3. On pouvait entendre Kirk dans sa voix même à ce moment-là. Il était censé être un économiste. C'est ce que disait la bourse lorsqu'il s'est inscrit à McGill en 1949. Mais la salle de classe ne pouvait pas le retenir. Il a manqué des cours pour jouer dans 12 pièces de théâtre différentes, dont un Hamlet audacieux qui a failli le faire expulser lorsque l'on a appris qu'il avait simulé une maladie pour être sur scène. Il a obtenu son diplôme avec des notes à peine suffisantes. Mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. Il ne pensait plus aux banques. Le théâtre l'a guéri de la tranquille terreur qui le hantait enfant. Quelque chose qu'il a admis un jour s'est manifesté par une anxiété liée au pipi au lit. Les projecteurs ont éteint ça comme un interrupteur. Il a rejoint le Festival de Stratford du Canada en 1954 en tant que doublure de nul autre que Christopher Plummer. Et puis, c'est arrivé. Un soir, en pleine représentation, Plummer Humber est tombé malade. Shatner a été précipité sur sa scène. 2000 personnes ont regardé l'enfant inconnu remplir le rôle d'Henry Foss sans bégayer. Ils se sont levés avant même qu'il ait terminé. Le lendemain matin, son nom n'était pas seulement dans le programme. Il était dans les journaux. La même année, il s'est cassé 3 côtes dans un accident de voiture et a quand même boité sur scène pour jouer ce soir-là. Pas de doublure pour lui. Plus maintenant. Puis vint Broadway. Susie Wong a été jouée plus de 500 fois avec Shatner dans le rôle principal et récoltant le genre de critiques qui ont fait tourner les studios. Il buvait 10 tasses de café par jour, juste pour rester concentré, cachant ce qu'il croit maintenant être un TDAH non diagnostiqué. Parfois, il oubliait il oubliait ses lignes. Parfois, il les inventait. Et le public ne s'en apercevait jamais. Il en a fait une signature, improvisant, s'adaptant, ne s'excusant jamais. Il était encore en train de se démener dans des apparitions à la télévision lorsque la 4e dimension lui a donné quelque chose d'étrange. Un rôle d'homme terrifié par un gremlin dans un avion. Il a été filmé dans une chaleur de 110 degrés et il s'est presque évanoui entre les prises. Chunk. 4. Mais cet épisode a attiré 10 millions de téléspectateurs et soudain, Shatner était plus qu'un simple acteur de théâtre. Hollywood était prêt. Il ne l'était pas, mais il a sauté quand même. Dans la salle de production de Star Trek, Gene Roddenberry esquissait quelque chose de différent. Un extraterrestre logique qui s'opposait à tous les instincts humains. Au début, Spock était censé être émotif, un étrange martien qui portait son cœur trop fort. Puis, Roddenberry a inversé le scénario. Spock serait logique, froid, intouchable. Il fallait quelqu'un avec de la profondeur, quelqu'un qui pouvait montrer des batailles internes sans dire grand-chose. L'enfance de Nimoy, son immobilité, son besoin d'observer, tout correspondait. Roddenberry n'était pas sûr des oreilles. NBC les détestait. Les dirigeants pensaient que Spock avait l'air diabolique, voire dangereux. Ils craignaient que les groupes religieux n'explosent. Ils voulaient qu'elle disparaisse. Roddenberry a conclu un accord avec Nemo. Si les fans n'aimaient pas les oreilles après 13 épisodes, Spock subirait une chirurgie de l'oreille. Nimoy a accepté, mais même lui n'était pas sûr. Les oreilles étaient d'abord faites de mousse de caoutchouc et il fallait près de 2 heures chaque jour pour les appliquer, mais avec le temps, elles ont fait partie de lui. Les oreilles sont restées. Ce salut, le geste de la main vulcaine, n'était pas dans le scénario. Nimoy l'a apporté avec lui
emprunté à une bénédiction juive qu'il a vue enfant. Il se souvenait de la façon dont les rabbins levaient les mains se levaient les mains dans cette étrange forme de doigts séparés, un symbole du divin. Il a pensé que cela pourrait convenir à une culture vulcaine basée sur la tradition et le rituel. Il avait raison. Un jour de 1967, Spock a levé la main et a dit « Longue vie et prospérité », et le monde ne l'a jamais oublié. Au même moment, Roddenberry était confronté à un autre problème de casting. Son capitaine d'origine, Jeffrey Hunter, était parti après le premier pilote. Cela a laissé un trou, un énorme trou, et Roddenberry avait besoin de quelqu'un qui puisse apporter du poids, du feu et du commandement en même temps. Il s'est tourné vers Shatner. Chunk 5. Il a vu Shakespeare en lui. Il a vu Henry V et Shatner a endossé le rôle qui allait le rendre immortel. À la fin des années 1960, William Shatner et Leonard Nimoy avaient un rituel tranquille. Presque tous les matins, ils se rendaient ensemble au studio. Ils parlaient des scénarios, de ce que Spock ferait dans une scène, de la pression d'équilibrer le travail et la famille. Ce n'est pas longtemps après leur premier travail ensemble sur The Man from Unley qu'ils ont commencé à rouler ensemble comme ça. La confiance a grandi à l'intérieur de ces trajets, même si les choses n'étaient pas toujours faciles entre eux. Au fil du temps, ils ont développé leur propre langage silencieux pendant le tournage. Juste un regard, un sourcil levé, un mot doucement prononcé comme fascinant, et ils comprenaient ce que l'autre pensait. Cela ressemblait à de l'improvisation pour les étrangers, mais c'était en fait quelque chose qu'ils avaient construit ensemble depuis leur première collaboration en 1964. À l'époque, ils n'étaient que deux acteurs qui répétaient leurs lignes hors caméra, plaisantant parfois en yiddish. Cette connexion s'est renforcée à chaque saison. En 1967, leur sténographie silencieuse a permis de gagner du temps sur le plateau, en particulier pendant les scènes émotionnelles. Au fur et à mesure que Star Trek grandissait, les deux acteurs ont commencé à faire pression pour obtenir de meilleurs scénarios. En 1967, ils se sont tenus côte à côte lorsque le réseau voulait des histoires plus simples et moins de profondeur pour Spock. Ils ont dit non. Un épisode qu'ils ont sauvé était un faux temporel, celui où Spock retourne sur Vulcan. Lorsque Nimoy a demandé une augmentation et plus d'apports créatifs, Shatner l'a soutenu tranquillement, même si cela signifiait risquer son propre salaire. Ensemble, ils ont fait pression pour des histoires qui plongeaient plus profondément dans la relation de Kirk et Spock. 22 épisodes ont été modifiés à cause d'eux. Leur entêtement leur a valu d'être étiquetés comme difficiles. Mais sans cette poussée, Star Trek aurait pu se terminer bien avant que son héritage ne commence. Ils ont passé plus de temps ensemble que la plupart des co-stars ne le font jamais. Pendant 3 ans, ils ont partagé une petite caravane sur le plateau. À l'intérieur de cet espace, ils ont parlé pendant des heures, plus d'1 millier d'entre elles, de ce que Kirk et Spock signifiaient vraiment l'un pour l'autre. Ils ne faisaient pas que jouer des rôles. Ils tiraient des morceaux d'eux-mêmes dans ces personnages. L'impulsivité de Shatner a façonné Kirk. La lutte intérieure de Nimoy a façonné Spock. Derrière la porte, Nimoy a parlé ouvertement du problème d'alcool qui le suivait d'un épisode à l'autre. Chunk, c'est ça. Shatner l'a aidé à le garder caché. Pendant les pauses, ils ont même écrit des scènes ensemble, celles qui n'ont jamais été diffusées dans l'émission. Certaines de ces scènes ont exploré quelque chose que les fans se sont toujours demandé. Y avait-il quelque chose de non dit entre Kirk et Spock? Quelque chose de plus tendre que de l'amitié? Les écrivains ont finalement adapté certaines choses de manière subtile et discrète. Cela a rendu la connexion entre eux sensible. À la fin de 1967, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Star Trek était sur le point d'être annulé. Shatner et Nimoy ne se sont pas contentés d'attendre. Ils se sont associés à un fan nommé Beau Trimble et ont aidé à lancer une campagne de lettres. NBC a reçu 116 000 lettres en quelques mois seulement, dont plus de 50 000 rien qu'en février. Cela a tellement choqué le réseau
qu'ils ont donné à l'émission une saison de plus. Shatner et Nimoy ont payé une partie des envois eux-mêmes. Nimoy a même participé à des marches. Le studio n'aimait pas les oreilles de Spock, c'était les oreilles de Spock. Ils les ont qualifiées de sataniques, mais Shatner et Nimoy ont tenu bon. Et lorsque l'émission s'est finalement terminée en 1969, leur lien ne s'est pas rompu. Ils ont continué à se présenter à des conventions de fans, parfois face à des foules de 15 000 personnes. Ils n'étaient pas que des acteurs, ils étaient des légendes et des amis. Même lorsque les contrats sont devenus laids, Shatner est resté en coulisses pour aider Nimoy. En 1967, Nimoy a exigé un salaire plus élevé et une part des redevances. Shatner a parlé au producteur, le défendant. Personne ne s'y attendait. Tout le monde supposait qu'ils étaient rivaux. Mais Shatner s'est souvenu d'où ils avaient commencé. Deux hommes de villes différentes, liés par plus qu'un simple scénario. Lorsque Nimoy a obtenu gain de cause, cela a sauvé l'émission de l'effondrement. Des années plus tard, lorsqu'ils ont réalisé des films Star Trek, Nimoy avec le 4e film, Shatner avec le 5e, ils se sont assurés d'avoir des pieds d'égalité, même si cela suscitait de nouvelles tensions. Après la fin de la série originale, les deux hommes ont eu du mal. Junk 7. Shatner s'est retrouvé à vivre dans un camion en 1973, sans travail et sans chance. Nimoy s'est tourné vers le théâtre, refusant de jouer d'autres rôles de type Spock. Le monde les voyait comme une seule chose. Il était difficile d'être autre chose. En 1977, Nimoy a poursuivi Paramount pour avoir utilisé son image dans des publicités sans lui demander. Il a gagné 100 000 $. Shatner l'a soutenu à nouveau, témoignant devant le tribunal. Lorsque le premier film Star Trek est sorti en 1969, ils se sont assurés que leurs accords étaient égaux. Mais en 1982, Nimoy en avait assez et a demandé à tuer Spock. Ils ont beaucoup parlé cette année-là, s'aidant mutuellement à travers le poids de tout cela. Ils ont continué à aller aux conventions, ont continué à faire face aux fans ensemble. À un moment donné, il ne s'agissait plus de gloire. Il s'agissait de survie et d'amitié. Tout le monde ne regardait pas l'émission et n'aimait pas Spock. En 1967, Nimoy a reçu des lettres haineuses. Certains disaient que ses oreilles pointues étaient diaboliques. D'autres allaient plus loin, liant son personnage à la haine du monde réel. Certaines de ces lettres étaient remplies d'insultes antisémites. Elles arrivaient par centaines chaque semaine. Shatner était furieux. Dans des interviews, il a qualifié les critiques d'ignorants. Il a même partagé sa propre histoire, comment il avait fait face à une haine similaire enfant à Montréal. Lorsqu'un producteur a suggéré de retirer les oreilles de Spock, Shatner a menacé de démissionner. Ce genre de loyauté n'était pas une performance, elle provenait d'années de douleurs partagées, de luttes partagées et d'une compréhension profonde qui allait au-delà des mots. Lorsque Star Trek a finalement pris fin, Nimoy ne s'est pas évanoui. Il est entré dans quelque chose d'inattendu. En 2007, il a publié The Full Body Project, un livre de photographie rempli d'images de femmes de grande taille du Fat Acceptance Movement. Il voulait remettre en question la façon dont le monde voyait la beauté. Il prenait des photos depuis l'âge de 14 ans, mais c'était différent. Junk 8. Le livre s'est bien vendu, certaines des impressions originales se vendant 25 000 $. Nimoy utilisait son appareil photo comme un miroir, reflétant la vérité qu'il pensait que le monde ignorait souvent. Mais ce n'était pas la seule surprise. En 1987, Nimoy a réalisé 3 hommes et un bébé. Il est devenu le plus grand succès au box-office de l'année, rapportant 240 millions de dollars dans le monde entier. Il a travaillé avec de grands noms comme Tom Selleck et Ted Danson et a prouvé qu'il pouvait faire plus que de la science-fiction. Il a même fait des succès avec Star Trek 3 et I4, réalisant les deux avec une compétence qui a attiré l'attention d'Hollywood. Il ne s'est pas arrêté là. En 1975, il a écrit « Je ne suis pas Spock ». Les fans étaient furieux. Ils pensaient qu'il rejetait le personnage, mais en vérité, Nimoy se débattait avec ce que cela signifiait d'être connu comme quelqu'un qui n'était pas réel.
20 ans plus tard, il a publié Je suis Spock et a admis que le titre du premier livre était une erreur. Mais à ce moment-là, les deux livres étaient devenus des favoris cultes, remplis de réflexions sur l'identité, la célébrité et où le personnage se terminait et l'homme commençait. Il a également retrouvé son chemin vers la scène. Il a joué dans Vincent, une pièce pour un seul homme sur Van Gogh, qui a fait une large tournée. Il a réalisé et joué dans des productions de Broadway aux théâtres régionaux, revenant à une partie de lui-même qui existait bien avant que Spock n'existe. Les applaudissements qu'il a reçus ne venaient pas de la nostalgie, mais d'un talent brut. Et puis, il y avait sa voix, profonde, calme, incomparable. Il a raconté plus de 100 documentaires animés à la recherche de et a enregistré des livres audio et des jeux, notamment Star Trek Online et Civilization Life 4. Certains ont dit que son style de narration a contribué à inspirer la tendance ASMR des années plus tard. Quelle que soit la raison, sa voix a atteint des millions de personnes. Quant à Shatner, il a prouvé qu'il y avait une vie après Kirk. Dans les années 1980, il est revenu à la télévision avec T.J. Hooker, une série policière pleine d'action qui a duré 5 ans. À 51, il a réalisé la plupart de ses propres cascades. Le public a adoré. Il a gagné 50 000 $ par épisode et s'est rétabli en tant qu'acteur principal. Mais c'est un petit boulot étrange qui a tout changé. À partir de 1997, Shatner est devenu le visage de Priceline. Ses publicités étaient exagérées, pleines de chants et de comédie. Elles sont devenues virales. À la fin, il avait gagné plus de 100 millions de dollars et aidé l'entreprise à atteindre 10 milliards de dollars de revenus. Cela l'a présenté à une toute nouvelle génération. Il est même entré dans le monde des livres, coécrivant la série Teshwar avec le nègre littéraire Ron Goulard. Chunk 9. Ce qui a commencé comme un roman de science-fiction s'est transformé en une franchise complète. Des émissions de télévision, des bandes dessinées, même un jeu vidéo. Le premier livre s'est vendu à un demi-million d'exemplaires. Shatner a réalisé, joué et façonné l'histoire, puisant dans ses propres idées. En 1949, il a assumé un autre rôle inattendu, celui d'animateur de Rescue 911. Ce n'était pas de la fiction. Il s'agissait d'histoires vraies, de véritables urgences racontées par le biais de reconstitutions. L'émission a atteint 20 millions de téléspectateurs et a duré 7 ans. Les gens ont dit qu'elle a sauvé des vies en encourageant la formation en RCR. Shatner a gagné 100 000 $ par épisode et a atteint des foyers dans 40 pays. Et puis, il y a eu la musique. En 1968, il a sorti The Transform Man, mélangeant Shakespeare et des chansons pop en spoken word. Les critiques s'en sont moqués, mais des années plus tard, il a été réédité et a trouvé son public. Il a sorti d'autres albums, s'est produit en direct et a gagné plus d'1 million de dollars grâce à quelque chose qui faisait autrefois rire les gens. Il en a fait quelque chose de mémorable. Lorsque Star Trek s'est terminé en 1969, Leonard Nimoy a été confronté à un choix difficile. Il aimait le personnage de Spock, mais il ne voulait pas être piégé par lui. Ainsi, dans les années qui ont suivi, Nimoy est devenu plus prudent quant à la fréquence à laquelle il apparaissait dans tout ce qui était lié à Star Trek. Il ne voulait pas être connu pour une seule chose. Au début des années 70, il se présentait toujours à des conventions, payant parfois même son propre voyage juste pour remercier les fans. Mais en 1977, il a refusé la série proposée Star Trek Phase 2. Il voulait réaliser, faire partie de questions sociales plus importantes, travailler sur des scénarios qui avaient du sens. Dans un moment mémorable lors d'une convention à New York, il a raconté aux fans à quel point il s'était battu pour Spock pendant la dernière saison de l'émission, allant même jusqu'à se heurter aux producteurs juste pour protéger la profondeur du personnage. Ces décisions ont maintenu Spock spécial, mais elles ont également créé une distance par rapport à la franchise qui avait fait de lui une star. William Shatner, quant à lui, a emprunté une voie différente. Alors que Nimoy se retirait, Shatner s'est penché en avant.
Il a pleinement embrassé le personnage du capitaine Kirk, le transformant en une marque déterminante pour sa carrière. Du début des années 70 jusqu'à aujourd'hui, il était partout. Conventions, émissions de télévision, interviews et même des approbations de produits. Au moment où les années 90 sont arrivées, son image en tant que Kirk était apparue dans près de 80 épisodes, plus de 20 émissions d'animation et 7 films. Chunk, 10. Cet héritage a contribué. Rapporté des milliards à la franchise. Hors écran, Shatner a animé Rescue 911, a écrit une série de romans de science-fiction et a même vendu son calcul rénal en 2005 pour 25 000 $ afin de recueillir des fonds pour des œuvres caritatives. À un moment donné, son ancienne tunique de Star Trek s'est vendue pour plus de 100 000 $. Nimoy a observé tout cela de loin. Alors que Shatner se rapprochait de plus en plus des projecteurs, l'écart entre eux a commencé à se creuser. Les deux hommes étaient également frustrés par le peu d'argent qu'ils recevaient par rapport à ce que la franchise rapportait. En 1995, les produits dérivés de Star Trek à eux seuls avaient rapporté plus de 2 milliards de $. Pourtant, des acteurs comme James Doohan n'avaient été payés qu'environ 85 000 $ pour leurs droits à l'image, même si leur contrat promettait beaucoup plus. Finalement, Doohan a conclu un accord avec Paramount pour 1 million de $. Nimoy et Shatner ont eu leurs propres différends avec le studio au sujet des redevances, Paramount prélevant apparemment jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires. La division entre eux est devenue plus personnelle. Nimoy est resté pointilleux. Shatner a dit oui à presque tout. Les fans ont commencé à le remarquer. Certains ont vu Shatner comme profitant de la situation, tandis que Nimoy était considéré comme maintenant la ligne. Les tensions se sont renforcées lorsque Nimoy a commencé à réaliser. En 1984, on lui a demandé de réaliser Star Trek 3. Il était hésitant au début, mais le film s'est bien avéré, et il est revenu réaliser Star Trek 4 2 ans plus tard. Ce sont des succès que Shatner enviait. Il croyait que son contrat promettait un traitement égal et voulait un tour dans le fauteuil de réalisateur. Mais Nimoy avait déjà joué un rôle de premier plan dans l'orientation de la série, allant même jusqu'à défier les producteurs pour s'assurer que les scénarios répondaient à ces normes. Shatner a finalement réalisé Star Trek V en 1989, un film qui n'a pas aussi bien marché. Il est devenu clair pour tout le monde que leur relation de travail n'était plus aussi harmonieuse qu'avant. Puis vint le moment qui a tout changé. En 2011, Shatner a commencé à travailler sur un documentaire intitulé The Captains. Il voulait explorer ce que cela signifiait de diriger un vaisseau spatial, tant à l'écran qu'en dehors. Il a interviewé 5 autres acteurs qui avaient joué des capitaines dans la franchise. Il a dit que le projet était personnel et qu'il espérait que cela l'aiderait à renouer avec Nimoy, mais Nimoy a dit non. Il ne voulait pas en faire partie et il n'a jamais expliqué pourquoi. Dans une scène du documentaire, un message vocal le montre refusé avec colère. Chunk. 11. Certains ont pensé que c'était une blague. Ce n'en était pas une. L'histoire a pris une tournure plus sombre lorsque l'équipe de Shatner a filmé Nimoy lors d'une convention sans autorisation. Les images, capturées en secret, ont ensuite été incluses dans le montage final. Shatner a déclaré plus tard qu'il n'était pas destiné à blesser qui que ce soit, mais Nimoy l'a considéré comme une trahison. Cet acte a détruit tout ce qui existait entre eux. Ils ne se sont plus jamais parlé. Shatner a admis dans un livre des années plus tard qu'il n'y avait pas eu d'argument final, juste un silence soudain et permanent. Les fans n'arrivaient pas à le croire. Après des décennies ensemble, leur amitié s'était terminée à cause d'un documentaire. Shatner n'a pas abandonné facilement. Il a essayé encore et encore de réparer les choses. Il a contacté des amis, envoyant des messages par l'intermédiaire de personnes en qui ils avaient tous les deux confiance. Mais Nimoy n'a pas répondu. Certains des cadeaux et des lettres que Shatner a envoyés, comme de rares souvenirs Vulcains, n'ont jamais été reconnus. Une personne a même affirmé que Nimoy en avait détruit une partie.
En 2015, alors que la santé de Nimoy déclinait rapidement, Shatner a écrit une dernière lettre le suppliant de le rencontrer. Pourtant, il n'y a pas eu de réponse. Il a même rendu ses supplications publiques lors d'une convention en 2013. Il s'est effondré sur scène en demandant à Nimoy de simplement répondre au téléphone. Il a parlé de leurs années ensemble, 69 épisodes, 6 films. Il a essayé de joindre Nimoy par l'intermédiaire de ses enfants, par les médias sociaux, par tous les moyens auxquels il pouvait penser. Rien n'a fonctionné. Nimoy l'avait complètement coupé. À ce moment-là, Nimoy était en forte baisse. Bien qu'il ait cessé de fumer des décennies plus tôt, la MPAC l'avait rattrapé. Ses poumons étaient défaillants. Il avait besoin de réservoirs d'oxygène juste pour passer la journée. Malgré cela, il a continué à travailler, à filmer des caméos, à se présenter à des événements, à prendre des photos, même à raconter des documentaires. Mais lentement, son monde est devenu plus petit. Chunk. 12. Les apparitions publiques sont devenues rares. Il a cessé de répondre aux questions sur Shatner. Il est resté concentré sur sa santé, sa famille et ses fans. Dans les coulisses, la famille Somme de Nimoy a maintenu la distance en place. Ils ont répondu aux appels, intercepté les messages et ont finalement dit à Shatner d'arrêter d'essayer. Adam Nimoy, le fils de Leonard, a admis plus tard que son père avait clairement indiqué « pas de contact ». La blessure était si profonde. Le dernier message de Shatner est arrivé dans une lettre qu'il a envoyée pendant que Nimoy était en train de mourir. Dans celle-ci, il a écrit « J'ai eu un amour profond pour toi, Leonard. » Il l'a loué pour son intégrité, sa force, son sens de la justice. Il s'est souvenu des premiers jours, du courrier des fans, des interviews, des rires. Mais il n'a jamais su si Nimoy avait vu la lettre. Il n'y a pas eu de réponse, seulement du silence. Nimoy est décédé le 27 février 2015. À l'âge de 83 ans, Shatner l'a appris par les nouvelles. Ils ont partagé la vedette pendant près de 50 ans. Ils sont nés à seulement 4 jours d'intervalle. Et pourtant, quand cela s'est terminé, il n'y a pas eu d'appel téléphonique, pas d'adieu. Le dernier chapitre de leur amitié n'a jamais été écrit ensemble. Un homme a essayé de le réparer, l'autre a choisi de ne pas le faire. Et entre eux se tenaient des années d'histoire partagée, maintenant inaccessibles, scellées par la blessure, la fierté et le coup douloureux d'une seule décision qui ne pourrait jamais être annulée.